qui était important pour celui-ci. Je souhaite maintenir le suramortissement fiscal, qui est un élément important de la modernisation et de la numérisation des entreprises. Mais au-delà de ça, nous avons mis en place, quand j'étais ministre, et je le maintiendrai, des éléments d'accompagnement des PME pour leur numérisation. Les PME françaises sont moins numérisées que beaucoup de leurs voisins, ce qui commence à être une faiblesse et le sera de manière croissante. Et là-dessus, j'attends aussi beaucoup de vous. Pour gagner la bataille des talents et des compétences, il y a toute la réforme de la formation professionnelle qui est dans le projet que je porte, sur laquelle on pourra revenir si vous souhaitez, parce que je ne veux pas être trop long et ne pas tarder à conclure. Mais au-delà de cela, il y a aussi la bataille de l'apprentissage. J'ai lu en détail votre projet, nous en avons longuement parlé, qu'il nous faut gagner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons parce que sur l'apprentissage, les dispositifs ont beaucoup trop varié, parce que des économies budgétaires à mauvaise escient ont été faites, qui ont changé l'organisation. Et donc sur l'apprentissage, en 2 mots, pour vous aider à gagner cette bataille, à nous faire gagner cette bataille, ce que je propose dans mon projet est simple. D'abord, c'est permettre que chaque lycée professionnel puisse avoir une filière par matière en alternance. L'alternance ou l'apprentissage ne doit pas être réservé à certains métiers. Ce qui est la clé de la réussite du modèle allemand, c'est que pour les métiers peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés, on a mis en place de l'alternance et de l'apprentissage. Donc on doit la mettre dans tous les niveaux de qualification. Je souhaite que dans nos lycées professionnels, on ait justement toute cette palette qui aujourd'hui n'existe pas suffisamment. Ensuite, je souhaite que le poids des branches soit renforcé dans la définition des formations et des modalités et des conditions de travail. Je sais que vous l'avez beaucoup porté, je l'ai constaté. Il faut désenclaver l'alternance et l'apprentissage de l'éducation nationale. Je l'ai dit, c'est écrit dans mon projet, parce qu'aujourd'hui, à la fois les modalités d'enseignement, l'organisation du temps de travail, la nature des enseignements eux-mêmes ne correspond plus à ce qui est attendu par les employeurs, portent des contraintes qui ne sont pas compatibles avec la vie des entreprises comme de l'ensemble des salariés. Et on se retrouve dans des situations ubuesques que vous connaissez infiniment mieux que moi, où on a des jeunes en BTP qui, compte tenu des limitations horaires qui sont les leurs, se mettent à attendre pendant des heures dans le camion, que les salariés qui de toute façon doivent les accompagner chez eux parce qu'ils n'ont pas le permis, aient fini leur travail sur le chantier. Vous pourrez les égrener, ça doit cesser. On le cesse en définissant justement ces modalités de travail, cette organisation de travail, non pas dans un bureau à Paris, mais en lien avec les professionnels qui recrutent, in fine, ces jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage. Ensuite, je souhaite étendre la mesure d'allègement de cotisation qui a été prise jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans, parce que beaucoup de jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage ne s'arrêtent pas à 18 ans, parfois même commencent après. Au-delà de cela, j'attends aussi beaucoup de vous sur le sujet de la lutte contre les discriminations. Je le dis parce que nous avons collectivement un problème sur ce sujet, qu'il s'agisse de la discrimination homme-femme ou des discriminations à l'égard de certaines minorités. J'en ai fait une priorité là aussi de mon action. Je pense que c'est une injustice sociale qui existe aujourd'hui dans notre pays qui demeure, et c'est une inefficacité collective prodigieuse. Et donc il s'agit des discriminations salariales ou des discriminations à l'embauche. Je poursuivrai une politique là aussi que j'avais lancée comme ministre de testing, avec la volonté justement d'aller au bout de l'éradication de ces pratiques lorsqu'elles sont généralisées dans certaines entreprises. Enfin, tout dernier point, pour conclure, pour que vous réussissiez, pour que nous réussissions, on a besoin d'avoir le bon environnement macroéconomique. J'ai parlé de l'environnement réglementaire et des simplifications, je viens de parler de la bataille pour l'investissement et l'emploi à travers le fiscal et le social. Il y a enfin l'environnement macroéconomique, parce qu'à la fin vous réussirez s'il y a la croissance et le contexte qui fait que vos clients vous passeront des commandes et que votre carnet de commandes justement continuera à s'enlever. Le dilemme dans lequel nous nous sommes pris, c'est que la France seule ne peut pas avoir une politique de relance. Moi je ne vais pas vous vendre que je vais faire une politique de relance formidablement nationale et nationaliste, ça n'aurait aucun sens. Ce que je propose, c'est de redonner de la crédibilité à la politique macroéconomique française pour relancer le couple franco-allemand et avec lui une vraie dynamique européenne qui est la clé du bon environnement macroéconomique pour vous. La priorité, c'est que la France retrouve sa crédibilité. Ce sont les réformes que je propose sur le droit du travail, celles que je viens de vous énoncer, sur la formation professionnelle, l'éducation, c'est-à-dire faire ce qui est attendu de nous par les Allemands depuis 2003. Nous ne l'avons pas fait.
C'est le préalable. Sans cela, on n'arrivera pas à convaincre les Allemands de changer la donne sur le plan européen. Deuxième étape, c'est d'avoir un New Deal franco-allemand. Je pense qu'il est faisable. Il est faisable justement autour des élections allemandes qui se joueront en octobre 2017, qui sera un New Deal autour de la relance européenne et de l'investissement en Europe. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons un environnement européen qui n'est pas porteur de croissance. Et la France seule ne peut pas le changer. Et donc c'est pour cela, afin d'être crédible vis-à-vis des Allemands, que je propose ces réformes structurelles ambitieuses dès le début, mais également une trajectoire financière qui me paraît de nature à gagner leur confiance. La première chose, c'est de respecter nos engagements européens et donc une limitation à 3% de nos déficits publics. Je ne crois pas qu'une politique économique qui repose sur le non-respect de nos engagements européens soit de nature à traiter nos problèmes. Et donc là-dessus, c'est un de mes vrais désaccords, je crois, avec l'ensemble de mes compétiteurs dans cette campagne électorale, puisque tous, pour des modalités différentes, proposent de ne pas respecter, parfois tout au long de la période, au moins en début de période, la règle des 3%. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Et je pense que les allègements fiscaux qu'on ferait, qui nous conduiraient à ne pas respecter les 3%, même pour 1 ou 2 ans, ne sont pas de nature à régler nos problèmes. D'abord parce que les allègements fiscaux qui ne sont pas gagés sur des vraies économies, plus personne n'y croit. On l'a déjà testé par le passé, que ce soit de droite ou de gauche. Ensuite, ne pas respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires allemands, c'est la précondition pour qu'ils ne bougent pas et n'acceptent pas un changement. Et donc la trajectoire qui est la mienne respecte toujours les 3%. Elle consiste donc à avoir une trajectoire quinquennale cohérente, à avoir 60 milliards d'économies sur le quinquennat, et en même temps, financer par ces économies des allègements d'impôts que je viens d'évoquer pour les entreprises et les ménages, et en même temps un plan d'investissement pour relancer l'économie dans les domaines qui sont clés. Mais un plan d'investissement ne vient pas se substituer à des économies de fonctionnement, puisque un investissement se fait une année et s'efface l'année d'après. C'est la condition pour relancer les couples franco-allemands et une Europe qui à la fois protège mais porte une volonté d'investissement beaucoup plus forte, ce à quoi je crois très profondément. C'est que si nous arrivons à changer les choses dans les 6 premiers mois de la prochaine mandature, nous pouvons avoir une relance européenne, non seulement une relance à 28, demain 27, au niveau du marché unique, et donc avoir une Europe qui protège davantage sur le plan commercial nos PME, qui a une vraie ambition énergétique et numérique, mais surtout une Europe au sein de la zone euro qui, à 19, peut avoir une politique beaucoup plus volontariste en matière d'investissement. Et donc le projet que je porte à ce titre, c'est d'avoir un vrai budget d'investissement de la zone euro, avec un vrai exécutif économique de la zone euro, ce qui est la condition pour notre relance commune. Je ne serai pas plus long pour laisser la place aux questions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vous redisant le plaisir que j'ai d'être devant vous. Eh bien, merci. On va passer maintenant à l'échange avec la salle. Alors, y a-t-il des questions? Je vais tourner mon visage vers la gauche, en ce qui me concerne, et vers la droite, en ce qui vous concerne. Toujours une question de perspective. Exactement. Voilà. Jean-Pierre.